Dans cette vidéo aussi, je vais mettre en relation tous les angles qui ont été vus, des angles remarquables de 0, 30, 45, 60 et 90 degrés. Bon, généralement, je parlais de triangle. On te parlait de triangle. On voyait la trigonométrie du triangle, rectangle, hein, qui pouvait s'adapter à la trigonométrie du triangle quelconque. Moyennant, je veux dire, modification de certaines formules. Mais le problème, c'est que quand on regarde les objets en général, oui, les figures sont composées de segments, effectivement. Hein. Quand on monte un bâtiment, bon, il faut dessiner des segments. Euh, mais les premiers objets que l'on rencontre quand on regarde le ciel, ben, ce sont des objets circulaires. Pourquoi circulaires? En fait, ce sont des volumes. Hein. On voit on voit la Lune, on voit le Soleil, on voit certaines planètes sous forme sphérique. Mais elles sont tellement éloignées qu'on voit ça dans un plan, on les voit plutôt euh, au niveau d'un cercle. Voilà, parce que quand on regarde bien euh, la voûte céleste, on peut placer ça sur un plan et à place de dessiner euh, des sphères virtuellement sur une feuille de papier, donc d'avoir un rendu, on va dire, en 3D, faire de la fausse 3D, parce qu'on ne sait pas faire de la vraie. Voilà, avoir de la vraie 3D sur un plan, c'est pas possible. Donc il faut essayer d'avoir des techniques de dessin pour essayer de faire apercevoir qu'on a de la 3D dans la 2D. Ça, il y a moyen, ce sont des techniques de dessin. Mais ici, moi, ce que je veux dire, c'est de ramener tout au plan et de voir tout comme si on voyait dans un plan, c'est-à-dire les planètes, je les vois sous forme circulaire. Bon, voilà. Donc ce qui veut dire que on a des segments et on a euh, des cercles. Des segments qui vont constituer des figures planes et des cercles qui vont euh, et un point originel de forme qui est le cercle. Il y aurait des formes avec des segments, il y aurait des formes avec des cercles. Bon. Moi, je vais m'intéresser, je veux dire, au cercle et au triangle et à rien d'autre, puisqu'il existe la trigonométrie du cercle et la trigonométrie du triangle. Mais pourquoi a-t-on fait ça? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ici, on a des segments. Et quand vous connaissez les valeurs trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, cotangente, sécante, coséquente, sont tous des rapports de longueur. Hein, soit on prend le côté opposé, le côté adjacent, hypoténuse. De toute façon, il n'y a que trois côtés. Hein. Par rapport à un angle, on situe le côté opposé qui est opposé à l'angle. Le côté adjacent, c'est un des deux qui touche, et ce n'est pas le plus grand, parce que le plus grand porte un nom qui est l'hypoténuse. Donc l'adjacent, c'est d'office le petit côté qui touche l'angle. Et donc, par exemple, le côté opposé à alpha, c'est, par exemple, si je prends le triangle ABC, le triangle, l'opposé à l'angle alpha, c'est la mesure du côté BC. Le côté adjacent à l'angle alpha, c'est la mesure du côté BC. Voilà. Et l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, c'est la mesure du segment du côté AB. Et grâce à ça, on fait des rapports de longueur, j'ai bien dit rapport de longueur pour avoir des sinus d'un angle, cosinus d'un angle, tangente d'un angle, cotangente d'un angle. Voilà. Ce qui veut dire que connaissant un côté et un angle, je peux retrouver un autre côté, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc si je connais un côté et un angle, je peux trouver la valeur des autres côtés. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si je connais la mesure de deux côtés, je sais trouver l'angle, ce qui est, je veux dire, très pratique. Hein, ce sont des formules très pratiques, sinus, cosinus, tangente, cotangente, sécante, coséquente, hein, sont des formules très pratiques pour le triangle. Pour le triangle. Voilà, pour le triangle. Mais le triangle est composé de trois côtés, trois angles. Mais les angles n'ont pas les mêmes mesures que la mesure des côtés. La mesure des côtés se mesure en unité de longueur. Hein. Les segments par exemple AB, se mesurent en unité de longueur, qui est, bon, l'unité principale est le mètre, on peut avoir des centimètres, des décimètres, des millimètres qui sont des sous-multiples, et si on est dans plus grand que le mètre, on a des multiples qui sont l'hectomètre, le décamètre, le kilomètre, etc. Voilà. Ça, ce sont les unités de longueur, et on peut continuer
avec des unités plus grandes, bien sûr, que le kilomètre, hein, et des unités plus petites que le millimètre. Parce que vous avez le micron, voilà, des mesures nanométriques, très petites, voilà, et on peut descendre à l'atome, au niveau de l'atome, en angstrom, etc. Voilà, bon maintenant, ouais, ça c'est pour les unités de longueur, mais un triangle ne possède pas que des segments. Quand on ferme des segments entre eux, apparaissent des angles. Donc j'aurai alpha, bêta et gamma. Ouais, mais les angles, les angles ont été définis comme une portion de cercle. Là, on a une portion de cercle. Cet angle-ci vaut autant d'une portion de cercle. Celui-ci vaut autant d'une portion de cercle. Voilà. Donc, les angles ont été définis à partir de portions de cercle. Pourquoi des portions de cercle? Généralement, comme je vous ai dit, la première chose qu'on voit quand on regarde le ciel, c'est les objets tournants. La Terre tourne autour du Soleil. Voilà. Donc, on a des trajectoires circulaires. La Lune tourne autour de la Terre, etc. etc. On peut avoir différents objets célestes qui sont considérés non pas comme des sphères, mais sur un plan des cercles. Et ces cercles-là, ben, je veux dire, tout tourne. Et d'ailleurs, j'avais expliqué, j'ai fait des vidéos, que avec ce qui tourne, avec ce qui est cyclique, on en crée le temps. On crée un temps, une base de temps. On crée une base de temps avec ce qui est cyclique. Mais j'ai fait une vidéo que on pouvait créer aussi, non pas que le temps, mais je veux dire, avec ce qui est cyclique, on peut créer, je veux dire, des mouvements. Voilà, il existe des mouvements qui sont cycliques, et on peut en déterminer les positions. Voilà. Donc on sait à partir du temps, d'un événement, à partir de quelque chose de cyclique, créer une base de temps. Mais à partir de quelque chose de cyclique, trouver la position d'un objet cyclique qui a voilà, une référence, enfin une position hein, dans le plan cyclique. On peut retrouver sa position à n'importe quel moment en fonction du temps. Donc je crée ma base de temps. À partir de cette base de temps, je crée le temps. À partir de ce temps, je peux trouver, pour tout objet en mouvement cyclique, comme les planètes, je peux trouver la position d'un objet qui a une référence cyclique. Et tout ça grâce à des cercles. À des cercles, je crée ma base de temps parce que c'est la Lune. Je considère que circulaire va tourner autour de la Terre. Voilà, de manière circulaire. Donc en fait tout est circulaire et on crée la base de temps avec des objets circulaires. Et voilà. Et donc je peux créer le temps, je peux trouver des positions de mouvements, enfin de corps célestes qui ont une rotation circulaire et trouver la position. Mais je peux aussi créer ce qu'on appelle l'unité d'angle. Voilà. Je peux mesurer un écartement entre deux demi-droites, qui est en fait une portion de cercle. Et pourquoi le cercle? Parce qu'en fait, c'est comme on a... c'est comme... J'avais fait une vidéo, à un moment donné, ben, c'est comme si on voulait trouver... la position était passée d'un endroit à un autre endroit. C'est une position circulaire. Voilà. Position 1, on était ici, le segment était ici, en position 1, et en position 2, il se retrouve ici. Et donc, ça a créé une portion de cercle dans son déplacement. Voilà. Et donc, les deux demi-droites que l'on voit ici, font en sorte qu'on a une portion de cercle. Une portion de cercle. Voilà. Et attention que cet angle-là est toujours le même que celui-là. Il est toujours le même que celui-là. Il est toujours le même que celui-là. Pourquoi? Parce que justement, celui-ci, il vaut K fois celui-là. Mais celui-ci vaut K fois celui-là. Et celui-là vaut K fois celui-là. Donc que je prenne un petit cercle, un grand cercle, un moyen cercle, ça ne change rien. Le rapport sera toujours un rapport constant. Donc, quel que soit le cercle où je veux le prendre, ben, ça va mesurer l'amplitude d'un angle, qui sera une portion de cercle. Pourquoi le cercle? Parce qu'en fait, je vous ai dit, tout est basé sur le cercle. Pour les positions, on les retrouve. Les premières positions qu'on a trouvées, c'est par rapport à une position ou par rapport à des positions de trajectoire circulaire, qui étaient des corps célestes. Voilà. Et la première des choses, c'était de créer le temps, un temps cyclique. Donc, quelque part, il y a on va dire, une interrelation qu'on ne voit pas très bien avec
on va dire, on pourrait voir le temps, l'angle et le temps. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo angle-temps. Parce que ici, la position, ici, on a une position P1. Pour arriver de cette position-là, sur une orbite circulaire, pour arriver là, il a fallu un certain temps. Voilà, un certain temps. Voilà. Et si je maintiens une vitesse, on va dire, uniforme, vitesse uniforme, eh bien, il y a un rapport entre ce temps-là, le temps là, le temps là, voilà. Voilà, il y aurait un rapport de temps-amplitude. Temps-amplitude. Voilà, j'en dis pas plus, mais il faut aller voir ma vidéo sur euh, euh, l'angle temps. Angle temps. Il y a un rapport entre le temps et tout ce qui est circulaire et, je veux dire, les angles. Parce qu'en fait, les premières choses qu'ils faisaient pour mesurer un angle, ben, quand on avait une position, on regardait au télescope, on avait une certaine position, ben, à un moment donné de la journée, le temps changeait, on avait une autre position d'angle, fatalement. Vous voyez qu'il y a un rapport position-temps. Hein. Bon, je raconte pas des bêtises. Hein. Et donc, les angles ont été définis à partir de ça. Les angles généralement, c'est pour des déplacements. Et les déplacements, vous faites en fonction du temps, d'office. Hein. Quand un bateau se déplace en mer, pour savoir s'il se trouve, voilà, il a pris un départ dans un port à un endroit X pour arriver à un endroit Y. Ouais, s'il y a un certain écartement d'angle, on sait le mesurer via des appareils de mesure d'angle. Et donc, pour aller d'un point A à un point B, ben, je veux dire, il y a un rapport temps-angle, angle-temps. Voilà, et c'est une vidéo qui a été faite. Voilà, enfin bref. Donc ici, quelque part, je sais mesurer des segments en unité de longueur, mais je sais mesurer, on va dire, des angles. Donc ici, il y a deux unités de mesure. Et l'unité de mesure, il y a deux unités qui ont été adoptées, il y a le radian et le degré. Voilà, que j'avais déjà défini auparavant. Bon, mais là, on n'est pas là encore la finesse des explications. La finesse des explications vient du fait, en fait, qu'on a toujours notre triangle rectangle. Bon, le triangle rectangle, quel que soit le segment AB, ABC, quel que soit le segment AB, BC ou AC, quels que soient les trois segments, peu importe la longueur, si j'ai une longueur L, M et une longueur N, peu importe, ça ne change rien, eh bien que l'angle que j'ai ici, hein, que je vais appeler alpha, si je prends le sinus de alpha, eh bien ce sera toujours côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BC sinus alpha. Je vais l'expliquer avec le sinus. Hein. Sinus alpha, ce sera quoi? Côté opposé, donc M sur N. Mais M, qu'est-ce que c'est M? C'est BC sur AC. Donc le sinus alpha, c'est côté opposé. L'opposé, c'est le côté opposé à l'angle. Mais c'est BC. Si on met un petit bonhomme ici, ouais, son opposé, il est là. Côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Voilà, donc ce qui fait M sur N, c'est-à-dire BC sur AC. C'est plutôt ceci que je devrais mettre. Voilà, là, on est d'accord. Maintenant, quid? Quid, ça veut dire qu'en serait-il si je découpe parallèlement à BC le triangle? Je découpe le triangle intérieurement parce que je peux le couper extérieurement, comme ceci, hein, par une parallèle. Voilà, ben ça ne change pas, ça ne va pas changer les explications. Supposons que je le coupe ici. À ce moment, j'ai plus A, B, C, mais j'ai D et E. Voilà. Mais vous comprendrez que le sinus, là, on n'a plus une longueur L, puisque la longueur L, elle est là. Ici, j'ai une longueur, je sais pas moi, que je vais appeler AD, AD. Allez, je vais l'appeler AD, qui ne vaut plus L. Voilà. Donc, ce sera AD, et là, j'aurai une mesure DE. Et donc, le sinus, ce sera toujours côté opposé, DE, sur, DE sur l'hypoténuse qui est AE. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, là, il y a une autre théorie qui est la théorie des triangles semblables. On sait bien que le triangle ADE est semblable à ABC, qui est semblable à celui-ci. DE, FG, qui est semblable à celui-ci. HI. Donc, en tout et pour tout, le sinus alpha, en fait, il est toujours le même. Quel que soit le triangle que je vais prendre en longueur. Voilà. C'est l'angle qui fait que qu'on aura un certain rapport, je veux dire, qui est constant.
Sinus alpha voudra une constante. Voilà, sinus alpha ici voudra une valeur. Et cette valeur vaut tous les rapports possibles qui existent entre, je veux dire, à côté opposé et une hypoténuse. Côté opposé, hypoténuse. Côté opposé, ça divisé par ça est égal à ça divisé par ça, ça divisé par ça. Mais ça, c'est Thalès qui a trouvé ça depuis très longtemps. Hein. Bon, ça ne change pas. Ce qui veut dire qu'ici, je peux prendre ce que je veux comme triangle. Voilà. Bon, maintenant, l'angle. Ben, ici, au niveau du cercle, je peux faire la même chose. Je peux prendre un cercle ici, comme je vous ai expliqué, un cercle ici, un cercle là, un cercle là. Bon, je peux adapter ma théorie, je veux dire, non pas un triangle, mais un cercle. Voilà. La différence entre... tout à l'heure, je vous avais dit que les gens, la première des choses qu'ils prenaient, ben, c'était des triangles, des segments, ils faisaient des figures avec des segments, voilà. Mais on sait bien que le segment est une partie de droite. Voilà. Un segment, c'est une partie de droite. Une droite, c'est limité, un segment, c'est limité, et possède une longueur, alors qu'une droite n'a pas de longueur. Ouais, mais il a une particularité aussi, la droite, c'est qu'il a un rayon de courbure nul. Rho égale 0. Il a un rayon de courbure nul. Il n'a pas de rayon de courbure, si vous voulez. Voilà. Contrairement à tout ce qui est, je veux dire, euh, euh, voilà, curviligne, à ce moment-là, il y a un rayon de courbure. Et le cercle possède un rayon de courbure qui est un rayon de courbure constant, qui est le rayon. Voilà. Donc maintenant, je vais passer de tout ce qui était segment, des dessins à segments, à un dessin, dire sous forme d'arc. Donc je vais faire une relation, si vous voulez. En gros, pour donner des explications, c'est je vais passer d'une relation d'un triangle, de trigonométrie du triangle à la trigonométrie du cercle. On peut passer de la trigonométrie du triangle à la trigonométrie du cercle. Si ce n'est que le triangle, les unités d'angle seront en degrés. Ouais. Mais pour les unités du cercle, j'aurai le choix. Je pourrais mettre soit en degrés ou en radians. Mais généralement, comme c'est une partie de cercle, ben, il faudra mettre en radians. Voilà. Alors maintenant, vous savez très bien que le cercle trigonométrique, ben, il n'a pas que n'importe quel, je veux dire, rayon. Hein. En fait, c'est un rayon 1. Et en plus de ça, on y place un axe, x, y. Alors, x et y. Alors, qui passe au centre du cercle de rayon 1. Voilà, ce qui veut dire que les triangles que j'ai dessinés tout à l'heure, ben, je peux en dessiner un grand ici. Voilà, ici avec un angle, par exemple, de 45 degrés. Voilà, par exemple. Attention, 45 degrés, ça voudrait dire que là j'ai A, et là j'ai A, et là en fait, j'ai les diagonales. En fait, j'ai un triangle rectangle, on va dire, je dirais plutôt un triangle carré. Triangle carré, mais ça se dit pas. Triangle carré parce qu'on a A et A. Il n'est pas rectangle, il est plutôt triangle carré. Bon, triangle. C'est un. Ouais, quand on a ça, on dit pas triangle carré, on dirait un triangle rectangle isocèle. Isocèle. Qui proviendrait d'un carré. Et là, on aurait ce segment-ci serait la diagonale. Voilà. Bon, mais là, on a vu, là, si le rayon vaut 1, je peux redescendre ici, comme on a dit avec Thalès, faire des rapports, toute une multitude de rapports entre ce côté-là et ce côté-là, par exemple, pour avoir le sinus. Et le sinus de 45 serait celui-ci divisé par celui-là, celui-là divisé par celui-là, celui-là divisé par celui-là, celui-là divisé par celui-là. Je m'excuse. Celui-là divisé par le grand, ce côté-là opposé divisé par ce grand-là, l'hypoténuse ici, ce côté-là divisé par cette hypoténuse-là, ce côté-là, mesure du côté-là divisé par l'hypoténuse ici, voilà. Mais voilà, je peux faire passer une multitude de cercles, voilà, comme j'ai fait ici hein, en bleu, mais généralement on va se cantonner à un cercle de rayon 1. Et les autres, ils sont multiples, ils sont juste multiples. Donc ce qui veut dire que là, je peux calculer le sinus de 45. Si je peux couper où je veux, mais je vais le couper à l'intersection ici. Si je le coupe à l'intersection, mais le sinus, ce sera le côté opposé, avec à ça près qu'il y a une simplification qui va se faire, divisé par l'hypoténuse, mais que l'hypoténuse voudra 1. Donc en d'autres termes, lui, divisé par 1, n'a aucun effet. 1, il est neutre. Hein. Voilà, que ce soit pour la multiplication
la division. 5 divisé par 1, ça fait 5, c'est comme si on n'avait rien fait. 6 divisé par 6, on a 6 divisé par 1, on a 6. 1 million divisé par 1, on a 1 million, donc divisé par 1, ça ne sert à strictement rien. Ça veut dire que si je mets 1 ici, et que je veux mesurer le sinus de 45, mais le sinus de 45 revient à mesurer ceci. Si je mesure ceci sur un axe, en portant sur un axe XY, mais je mesure le sinus. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais le cosinus. Mais le cosinus, c'est pareil. Le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ici, le grand côté là, divisé par l'hypoténuse ici. Le grand côté ici, divisé par celui-là. Le grand côté là, divisé par l'hypoténuse là. Le grand côté là, voilà, divisé par... Mais arrivé ici, l'hypoténuse ici, hein, si je coupe ici, encore une fois, ce sera côté adjacent divisé par l'hypoténuse qui vaut 1. Donc en fait, quelque part, ça revient à mesurer sur un repère placé au centre du cercle O, ben, ça revient à mesurer le cosinus. Donc le cosinus d'un angle alpha se mesure sur l'axe des x. Bien sûr, comme le rayon vaut 1, ben ici en x on est limité en plus 1 et en moins 1 ici pour les cosinus et en 0 ici. Et bien sûr, comme ici, la même chose, comme on a un cercle de rayon 1, ben ici le sinus, on peut aller que jusque plus 1 et moins 1 et voilà, le 0 en sinus il est là. Voilà, ce qui veut dire que bon maintenant, ouais, alors, et pour les autres triangles, comment fait-on? Comment fait-on? Ben, il faut multiplier juste par un rapport, pour avoir un cercle plus grand que 1. Parce que si je peux mettre des cercles plus grands que 1, je vais mettre à supposons un cercle égal à 1, 2. Ben voilà, je fais un cercle égal à 2. Voilà, là, la cote, elle vaut plus 2. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce sera toujours le rapport du sinus, si ce n'est qu'on aura un cercle fois 2. Donc on aura 2 fois, si vous voulez, le cosinus de l'angle 45. Voilà. 2 fois le cosinus de 45. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que mesurer le cosinus, ce sera plus ceci. Voilà. Mais si le cercle vaut 2, ben, le cosinus vaudra ça. C'est-à-dire normalement 2 fois plus grand que la taille ici. Voilà. Donc une fois, 2 fois je suis ici, voilà, ici quelque part. Voilà. Là, je mesure le cosinus sur un cercle de rayon 2. Donc il faudra faire 2 fois le cosinus. Voilà. Et donc là, je suis sur un triangle 2 fois plus grand, bien sûr. Hein. Là, je suis sur un triangle 2 fois plus grand. Maintenant, si je mets 3, 1, 2, 3, supposons que le cercle de rayon 3, il est ici. Voilà, plus 3. À ce moment-là, le cosinus, ben, c'est la même chose que le cosinus de 45, si ce n'est que je suis sur un triangle qui est, on va dire, 3 fois plus grand. 3 fois plus grand. Donc j'aurai 3 cosinus 45. Parce que le cosinus 45 sur un cercle de rayon 1, il vaut une certaine valeur. Mais si je suis sur un cercle de rayon 3, hein, je veux dire, le triangle est 3 fois plus grand que ce triangle ramené. En fait, quelque part, le cercle de rayon 1 est une base qui va pouvoir où on va pouvoir trouver un triangle, on va dire, standard, un triangle standard. Et si vous voulez le triangle correspondant à x fois cette valeur standard, mais il faudra faire x fois ce triangle-là. X fois ce triangle-là. Et donc les rapports en sinus, cosinus, tangente, il faudra les faire x fois. X fois. C'est juste ça. Voilà. Mais généralement, on se ramène à un cercle de rayon 1, on travaille sur un cercle de rayon 1. Maintenant, si vous voulez travailler sur un cercle de rayon 5, rien ne vous empêche de faire x5. Vous trouvez le cosinus de 45 pour rayon 1, et vous faites, comme c'est un cercle de rayon 5, vous faites x5. Voilà. Et là, vous allez trouver non pas le triangle qui se trouve à l'intérieur du cercle de rayon 1, mais vous allez, si vous faites x5, dans le cercle, vous allez avoir un triangle qui sera proportionnel, bien sûr, au triangle qui se trouve dans le cercle numéro 1, enfin, du cercle de rayon 1. Vous allez avoir un triangle proportionnel via le théorème de triangle semblable dans un cercle de rayon 5. Donc ils auront même direction d'hypoténuse, même direction au niveau des axes X. Et voilà. Et on aura une parallèle
un côté parallèle qui est à celui-ci. Voilà, au côté opposé à l'angle, j'aurai une parallèle. Voilà, en 5. Ça veut dire que si je prends 4, 5, voilà le cercle de rayon 5, voilà, je dessine ceci. Là, j'ai toujours la même direction que l'hypoténuse. Je vais chercher le cercle. Et là, je vais chercher, voilà, le cosinus. C'est 5 fois le cosinus de 45 si j'ai 45 degrés ici. Voilà, mais donc, ce qui veut dire que les valeurs de sinus de triangle, je les connais. Donc, pour un rayon 1, il est aisé de trouver les valeurs. Je les ai calculées dans une vidéo précédente. Voilà, alpha peut-être en degrés cette fois-ci, si on parle du triangle et en radian, hein, si on parle du cercle, ou je peux parler aussi du cercle en degrés. Hein. Voilà. Donc ici, je peux avoir le sinus, hein, sinus de alpha, le cosinus de alpha, et là, que ce soit pour le cercle ou le triangle, c'est la même chose. Hein. Voilà. C'est là que je viens de voir que c'est proportionnel. Hein. C'est proportionnel à une constante près. Voilà, donc ici, sinus, cosinus, tangente alpha, cotangente alpha, sécante alpha, et enfin, coséquente alpha. Bon, les angles remarquables, je les ai calculés dans une vidéo précédente. Hein, on sait bien que c'est le 0 degré, qui correspond à 0 radian. Voilà. Il y a 30 degrés, qui correspond à pi radian, c'est 180 degrés, hein, donc je divise par 6. Donc ici, j'ai pi sur 6 radian. 180 divisé par 6, divisé par 2, ça fait 90, divisé par 3, ça fait bien 30. Ensuite, on a 45 degrés. Hein, 90 degrés, c'est pi sur pi demi, parce que pi c'est 180, pi demi c'est 90, donc pi sur 4 c'est 45 degrés. 60 degrés, ben, c'est 2 fois 30 degrés, ce qui fait 2 pi sur 6, 2 fois pi sur 6, ce qui fait pi sur 3 radian. Et enfin, 90 degrés, ben, c'est 180 divisé par 2, ce qui fait pi demi radian. Bon. Le sinus alpha, bon, on sait bien que, bon, je vous ai montré un truc pour trouver tout ça rapidement, contrairement aux démonstrations que j'avais fait pour calculer tout ça. En fait, comme je vous ai toujours expliqué, ici, vous comptabilisez 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous en prenez toutes les racines carrées à chaque fois, et vous divisez tout par 2. Voilà, et là, vous allez trouver toutes vos valeurs en sinus. Attention que le sinus il croît. Hein. Il croît à partir de 0 pour atteindre un maximal égal à 1 en 90. Là, on a 90 degrés. Hein. De 0 à 90 degrés, ben, le sinus il croît. Parce qu'après, de 90 à 180, il va décroître. Hein. Parce que le sinus, on sait bien que c'est une fonction qui fait comme ceci. Donc, elle croît jusqu'à 90, elle décroît jusqu'à 180, et en 270, bon, elle décroît, mais en négatif cette fois-ci, parce qu'ici on est en positif, là on est négatif, et puis elle recroît pour aller, mais elle reste toujours négative pour aller vers 0. Et ainsi de suite. C'est une fonction cyclométrique périodique qui revient à chaque fois comme ça, tous les 2 pi. Voilà. Donc ici, on croît, entre 0 et pi demi, on croît, et racine de 0, ça fait 0, et 0 divisé par 2, c'est qui fait 0. Alors, on retrouve bien ce que j'avais calculé auparavant, sinus 0 fait 0, que ce soit dans le triangle ou dans le cercle. Dans le triangle ou dans le cercle, il vaut 0. Alors, racine de 1, ce qui fait 1, 1 divisé par 2, ce qui fait 1 demi. Bon, ça, on avait déjà calculé auparavant, et donc c'est valable pour le triangle et pour le cercle. Ça reste racine 2 sur 2, je ne sais rien faire avec ça. Racine 3 sur 2, je laisse ça comme ça, ce sont des nombres irrationnels. Mais racine de 4, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Voilà. Donc, une manière de faire, c'est ceci. C'est d'écrire 0, 1, 2, 3, 4. 4, diviser, prendre des racines carrées partout et de diviser tout le dénominateur. Attention que les racines carrées porteront uniquement sur le numérateur. Bon, pour le cosinus, c'est très facile. Il suffit d'écrire à l'envers. Parce qu'on sait bien que le cosinus, il part de 1, ici il part de 1, et puis il décroît. Et puis il fait ceci. En fait, le cosinus, voilà, en 0, il fait ceci. Je ne sais pas si on voit. En 0, ouais. En 0, il fait 1. Et puis en 90, il voudra 0. Donc ici, voilà. Et tout le restant, il va passer
par racine 3 sur 2 qui est plus grand que racine 2 sur 2 et qui lui est plus grand que 1 demi. Racine 2 sur 2 c'est 0,7. Voilà. Racine 2, ouais c'est 0,7, 0,707 parce que racine 2 c'est un 4 environ, parce que ce sont des nombres irrationnels. Hein. Bon, la tangente c'est très facile, il suffit de faire la division, 0 divisé par 1, 0, 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Rappelez-vous qu'on avait fait un demi divisé par racine 3 sur 2. De toute façon, ici, on voit tout de suite que c'est 1. Et on a du racine 3, rappelez-vous. Là, c'est racine de 3 divisé par 3, puisqu'on a entre 0 et 1, il faut diviser par quelque chose, alors que là, c'est du racine 3 qui est plus grand que 1. Vous ne savez pas vous tromper. Et si vous divisez ça par ça, vous avez ça, vous divisez ça par ça, vous avez ça. Bon, maintenant, ici, pourquoi a-t-on une inversion comme ça? Parce que les angles sont complémentaires. Le sinus de 90, il vaut le cosinus de 30. Sinus de 90, il vaut le cosinus de 0. Pourquoi? Parce que 90 plus 0, ça fait 90. Donc la somme, quand on dit que deux angles sont complémentaires, quand leur somme fait 90. Là, ici, la même chose, le sinus de 90 vaut le cosinus de... Le sinus de 0 degré, qui vaut 0, vaut le sinus de 90 qui vaut 0. Et donc là, le sinus et cosinus, ils ont même valeur pour des angles complémentaires. Si je prends 45, sinus et cosinus sont égaux. Pourquoi? Parce que ce sont des angles 45 et 45. 45 est complémentaire à lui-même. Voilà, 45 plus 45, ça fait 90. Et 30 et 60 sont complémentaires, parce que 30 plus 60, ça fait 90. Voilà, et donc le sinus de 30 vaut le cosinus de 60. Comme le sinus de 60 vaut le cosinus de 30. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle. Et c'est valable pour les triangles, pour les cercles. Vous pouvez regarder pour un cercle. De toute façon, je viens de dénoncer toute une spécificité entre le triangle et le cercle pour vous dire que tout se ramène, tout triangle va se ramener, toute la trigonométrie du triangle rectangle va se ramener au triangle du cercle, et que, je veux dire, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de différence du tout, c'est la même chose, si ce n'est qu'on passe, je veux dire, d'un cadre de forme spécifique avec des segments qui sont des rayons de courbure, je veux dire, nuls, à une trigonométrie du cercle où on a un rayon de courbure et ce rayon de courbure est constant qui est le rayon, et donc on passe par un cercle et on normalise ce cercle pour pas avoir n'importe quoi comme n'importe quel cercle, on normalise ce cercle à un rayon de 1, et donc vous voyez que on peut passer donc de la trigonométrie du triangle au cercle, et donc ça ne changera rien. Ça ne change rien. Tout ce que j'ai démontré auparavant avec les triangles, ben, reste valable pour le cercle. Il n'y a rien qui change. C'est la même chose. On passe tout simplement d'une spécificité, je veux dire, qui est une forme triangulaire, mais je dirais même triangle rectangle, vers une spécificité qui est circulaire. Et, on voit bien que je peux décomposer dans un cercle des triangles rectangles, et que je veux dire, la théorie du triangle rectangle va se ramener à la théorie du cercle, et la théorie du cercle va être, je veux dire, la théorie du triangle du cercle, la théorie de la trigonométrie du cercle, ben, je veux dire, proviendra bien sûr la trigonométrie du triangle rectangle, et tout a été démontré dans le triangle rectangle au niveau de la trigonométrie. Donc il suffit de, comme on connaît toute la trigonométrie du triangle rectangle, il suffit de ramener tout à la trigonométrie du cercle, puisqu'en fait il suffit de remettre le triangle rectangle dans un cercle, et de prendre les propriétés de la trigonométrie du triangle rectangle, de la ramener au cercle, c'est tout, ce n'est que ça, c'est rien d'autre. Donc en fait ici les complémentaires ils existaient déjà dans le triangle rectangle, et ici on va voir des complémentaires dans le triangle, la trigonométrie du cercle. Voilà, donc ici cotangente, bon, ici je viens de voir les complémentaires. Complémentaires, ici c'est pareil, j'aurai n'existe pas, racine 3, 1 et racine 3 sur 3, et enfin 0. Pourquoi? Parce qu'ils sont complémentaires. Hein, ces deux-là ils sont complémentaires, donc la tangente de 90 vaut la cotangente de 0, puisque 90 et 0 fait 90 degrés. Donc en fait, ils sont complémentaires, donc la tangente, la cotangente sont les mêmes. Et ils ont pour valeur aucune valeur, parce qu'il n'y a aucune valeur qui est induite par la tangente de 90 ou la cotangente de 0. Voilà. Ils ont en fait les mêmes, non pas les mêmes valeurs, parce qu'il n'y a pas de valeur là-dedans. Hein. Là, il n'y a pas de valeur. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, mais ils ont, on va dire qu'ils induisent un fait qui n'ont pas de valeur. Bon, la séquente alpha. Mais la séquente alpha, c'est tout simplement l'inverse du cosinus. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 0, ça n'existe pas. L'inverse de 1 demi, c'est 2.
L'inverse de 1,5 c'est 2. L'inverse de racine de 2 sur 2, ce qui fait 2 sur racine de 2, fois racine de 2 sur racine de 2, ce qui fait racine de 2. Voilà. Bon, la conséquente, c'est le contraire. Hein. C'est n'existe pas 2, racine de 2. S'il manque une valeur, je vais le faire tout de suite. C'est la séquente, c'est l'inverse de racine 3 sur 2. Ce qui fait 2 sur racine de 3. Je fais fois racine de 3 sur racine de 3, ce qui fait 2 tiers de racine de 3. Donc ici, 2 tiers de racine de 3. Voilà. Bon, la particularité ici, c'est que, bon, on voit du 2 et du racine de 2 et du racine de 3. Là, on voit du racine de 2, on voit du 1, du 0, du 1, du 1 demi, de racine de 2 et du racine de 3. Là, on voit du racine de 3, du racine de 2, du 1 demi, du 0 et du 1. Là, on voit là, c'est pas la même chose. On voit du racine de 3. Ouais, ici, ouais, on voit du racine de 3, mais divisé par 3, pas par 2. On voit quand même du racine de 3, du racine de 3. Voilà. Et là, on voit du racine de 3, mais qui est 2 tiers. 2 tiers de racine de 3. Voilà. Puis racine 2, 2, 1, 2. Et là, ça n'existe pas. Là, 2, racine 2, racine 3. Voilà. Donc, ces deux-ci, ils sont complémentaires. Ces deux-là, ils sont complémentaires. C'est juste. Ces deux-ci sont complémentaires. Ces deux-ci sont complémentaires. Et enfin, ces deux-ci sont complémentaires. Donc, tout est bon. Bon, la séquente, comment vous faites? Ben, vous faites l'opposé de 2 sur racine 2. Et il faut multiplier par, bien sûr, le conjugué, ce qui fait, là, ça fait racine 2 fois racine 2, c'est 2. 2 sur 2, ça fait 1, il reste racine 2. Donc, pour racine 2, ça fait racine 2. Et la conséquente, attendez, ici, la conséquente, c'est pas... C'est parce que si l'inverse de ça, c'est ça, l'inverse de ça, c'est ça, c'est juste. Voilà. Notez qu'ici, on a chaque fois deux valeurs égales. Hein. Sinus, cosinus, ils sont des valeurs égales. Voilà, pour 45. Là, tangent et cotangente ont des valeurs égales à 1. Et en fait, ici, séquente et coséquente ont deux valeurs égales, qui est racine de 2. Voilà. Donc ici, comme je vous dis, il faut aller chercher l'inverse la séquente, c'est l'inverse du cosinus. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 0, ben, ça n'existe pas. L'inverse de 1 demi, ben, c'est 2. Là, on sait bien que c'est racine 2. Et là, c'est 2 tiers de racine 3. Voilà. Et pour le coséquente, ben, en fait, comme ils sont complémentaires, séquente et coséquente, ben, là, on va dans ce sens-là, là, on va dans l'autre sens. Parce qu'ils sont inverses. Maintenant, vous pouvez remarquer quelque chose. Hein. Si vous faites sin carré, si vous prenez le carré de celui-ci, sin carré alpha, prenez le carré de celui-ci, cos carré alpha, mais vous faites la somme, vous allez toujours avoir 1. Totalement. Sinon, on est dans un cercle. On a du Pythagore du cercle ici, on aura le carré du sinus plus le carré du cosinus vaudra l'hypoténuse, fatalement. Et l'hypoténuse ici, c'est un cercle de rayon 1. Donc fatalement, on aura 1. Donc ce qui veut dire 0 au carré, ça fait 0, plus 1 au carré, ça fait 1. 0 plus 1, c'est qui fait 1. 1 demi au carré, 1 quart, plus racine 3 sur 2 au carré, c'est qui fait 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 4 quarts. Racine carré de 4. De 4 quarts, ça qui fait 1. Racine 2 sur 2 au carré, c'est 2 quarts. Racine 2 sur 2 au carré, c'est 2 quarts. 2 quarts plus 2 quarts, 4 quarts. Racine carré de 4 quarts, mais ça fait 1. Racine 3 sur 2 au carré, c'est 3 quarts. Plus 1 quart ici, ce qui fait 4 quarts. 4 quarts, ce qui fait racine carrée de 4 quarts, 1. 1 au carré, 1. Voilà. Je dirais même que sinus carré plus cos carré fait déjà 1 hein, en soi. Je n'ai même pas besoin de prendre la racine carrée. Voilà. C'est sin carré plus cos carré qui fait 1. Parce que racine carrée de 1 fera 1 de toute façon. Donc ici, c'est le carré de celui-ci plus le carré de celui-ci qui fait 1. Carré de celui-ci plus le carré de celui-ci fait 1. Carré de celui-là plus le carré de celui-là fait 1. Carré de celui-là plus le carré de celui-là fait 1. Carré de celui-là plus le carré de celui-là fait 1. Voilà. C'est une
relation, je veux dire, remarquable en trigonométrie qu'on appelle la relation fondamentale de la trigonométrie. Sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1. Pour autant que les alphas soient identiques, bien sûr. Voilà. Et donc ici, vous avez toutes les valeurs. Sinus, cosinus, tangente, cotangente. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.